Donc j'ai centré la thématique de notre interview autour de la thématique de la 6e édition d'Eurotémis, donc la désintégration de l'Europe, donc autour de la relation entre l'Union européenne et les régions, à savoir quelle était la place de la région peut-être dans cette désintégration. Je crois que la région est une entité qu'on oublie trop souvent quand on parle de l'intégration européenne. Notre richesse, mais aussi la hétérogénéité, s'est établie au niveau régional. Et si l'Union adopte uniquement une vision étatique, je crois c'est trop court. C'est trop court. Parce qu'on a quand même vu dernièrement qu'il y a un éloignement des citoyens par rapport à l'Union européenne. Et je crois là, avoir une vision régionale peut nous rapprocher, l'Union européenne aux citoyens. Je crois qu'il y a deux éléments qui sont importants. Première chose, il faut que l'action européenne puisse moduler aux besoins des régions. Dans la politique régionale, par exemple, où nous finançons des investissements dans les régions, déjà, l'intensité de notre investissement au niveau communautaire dépend aussi de la richesse relative des régions. C'est-à-dire, pour faire simple, une région pauvre reçoit plus d'argent qu'une région plutôt riche. Mais c'est ouvert à toutes les régions. Deuxième chose, ce n'est pas le même modèle, ce n'est pas les mêmes genres d'intervention dans chaque région. Nous avons, dans la nouvelle période 2014-2020, introduit un concept, à mon sens, très puissant, qui s'appelle la spécialisation intelligente, smart specialization. C'est-à-dire, chaque région devrait voir quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et avec une action conjointe à la fois des pouvoirs publics, des autorités d'université, de recherche et le secteur privé économique, définir une stratégie où on veut aller dans les 10 ans à venir. Et les premiers résultats qu'on a de cette démarche démontrent que c'est exactement cette approche modulée qui est importante pour les régions. Il y a une attention particulière à porter aux régions transfrontalières. Parce que là, il y a deux systèmes nationaux qui se juxtaposent. Et si vous voulez, ce sont des petits laboratoires de l'intégration européenne. Et là, on a toute une série de programmes sous le label Interreg qui aident la coopération transfrontalière. Et nous avons vu aussi dans Eurotémis 6 des témoignages assez forts, par exemple, pour la coopération transfrontalière entre la France et l'Espagne. Et ce sont des coopérations qui sont d'une certaine façon un ciment pour l'intégration européenne. Et ceci n'est pas du tout marginal. Il y a à peu près 30% de la population européenne qui habite dans les zones transfrontalières. Du coup, par rapport à ce que vous venez de discuter, l'idée d'une intégration européenne, donc dans les documents que j'ai lus de la Commission européenne pour préparer cette interview, on voit cette expression l'Europe des régions, et
un peu la notion d'européanisation qui est attachée, avec l'idée que cette européanisation peut mener à un résultat qui est l'harmonisation et la convergence sur le long terme. Et en fait, ma question est, pensez-vous que cette convergence puisse vraiment se produire, vu les différences entre 28 États membres? Je crois qu'il y aura une convergence, c'est sûr, mais peut-être ce n'est pas une convergence homogène au niveau de l'Union européenne. Je crois qu'il y a un niveau intermédiaire. Je crois il est clair que l'État national n'est pas capable de confronter tous les défis. Mais, à mon sens, c'est aussi vrai que l'Union européenne, maintenant avec 28, peut-être 27 États membres, pour certains types de problèmes, elle est trop grande. C'est-à-dire, ce qui est en train de se développer, ce sont des ensembles des régions, on appelle ça des macro-régions, qui, par exemple, se sont établis autour de la mer Baltique ou autour de la Danube. Maintenant, il y a aussi une stratégie alpine et une stratégie pour une partie de la Méditerranée. C'est la stratégie adriatique, Ionia. Et ça, ce sont des développements très intéressants qui sont à la fois politiques, mais également soutenus avec des programmes Interreg. Il n'y a pas beaucoup des points à l'ordre du jour du Conseil européen qui concernent la politique régionale. Mais, s'il y en a, par le passé, c'était soit sur les grandes décisions financières, etc., soit sur les stratégies macro-régionales. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est important au niveau politique et c'est également important au niveau régional. Moi, je vois beaucoup de potentiel dans cette coopération régionale. Du coup, une de mes autres questions, c'est plutôt sur la relation entre l'Union européenne et les régions. Donc, toujours dans les recherches que j'ai faites, j'ai pu voir que la Commission européenne, en fait, elle va concevoir et expliquer sa relation avec les régions, déjà dans une approche qu'on peut appeler de top-down, où les régions vont mettre en place des politiques communautaires, et aussi une approche plus peut-être bottom-up, où on considère que les acteurs locaux, régionaux, c'est des acteurs clés qui peuvent relayer leur expérience qu'ils observent, et notamment au travers du comité des régions, créé en 1994. Et ce que j'ai pu lire aussi, c'est que quand même le comité des régions est un peu perçu comme une institution avec une portée un peu faible, dans le sens où c'est un organe principalement consultatif. Donc je me demandais quelle était votre opinion, que pensez-vous de ce rapport, de cette relation commission-région, lieu-région, on va dire. Est-elle plus top-down, bottom-up ou les deux? Bon, je crois que c'est le mélange des deux. Hein. Il est vrai que juridiquement, l'interlocuteur entre guillemets de la Commission, c'est l'État membre. Mais dans une politique très pratique, comme la politique régionale, nous avons des interlocuteurs régionaux. Et ça se voit déjà, il y a beaucoup de bureaux à Bruxelles qui sont des représentations des régions. Et il y a un partenaire institutionnel très fort, c'est le comité des régions, avec lesquels on travaille la main dans la main. Et on organise aussi
des rencontres très importantes, je crois. Ce sont des rencontres où, à Bruxelles, on mobilise le plus de participants, 5 000, 6 000, une fois par an, dans ce qu'on appelait le Open Days. Aujourd'hui, c'est la semaine européenne des régions et des villes. Je crois. C'est ça. Ça démontre qu'il est vrai que dans la législation, le comité des régions n'a qu'un rôle consultatif, mais quand même très important. Mais dans la mise en œuvre, là, l'approche est même plus étroite. Et quand j'ai parlé avant des stratégies, des spécialisations intelligentes, là aussi, nous avons une coopération très étroite avec le comité des régions. Du coup, ma troisième question, ce serait toujours dans le rôle que porte la Commission à la région, dans le sens où j'ai pu lire qu'on considère que la région va être d'autant plus active, tournée vers l'Union européenne, participative à ce processus d'intégration, quand il évolue au sein d'un État plutôt décentralisé. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai aussi lu dans mes études une étude, c'était de Binderkrantz et Rasmussen en 2015, qui disait que justement, ce sont plutôt les États, les acteurs au sein d'États centralisés qui vont être plus actifs et plus tournés vers l'Union européenne, dans la logique où en fait les États déjà décentralisés, les régions ont déjà beaucoup d'autonomie au niveau national, donc elles vont percevoir l'Union européenne plutôt comme une entité qu'il faut un peu garder à distance pour pas que cela empiète trop sur les compétences des régions, comparé aux États centralisés. Par exemple, j'ai pu lire que le comité des régions a notamment été créé sous l'impulsion de la région Bavière en Allemagne, mais que c'était plus dans une logique, je crée cette institution parce qu'il ne faudrait pas que l'Union européenne empiète trop sur les compétences des Länder allemands. Du coup, ma question est, qu'avez-vous pu observer? Est-ce que ce sont les États plutôt centralisés ou décentralisés qui vont vraiment tourner vers l'Europe et vraiment dans un sens de vouloir participer au processus d'intégration européenne et pas juste être présent pour garder à distance? Je crois qu'il faut là distinguer deux niveaux. Si c'est au niveau législation communautaire, je crois que ce que vous dites, il y a du vrai dedans. C'est souvent des Länder qui ont au niveau national des compétences, par exemple dans la promotion de l'économie, et qui essayent de minimiser l'influence de Bruxelles par la réglementation sur les États, par exemple, ou dans d'autres réglementations. Ça, c'est un niveau. Quand il s'agit de la mise en œuvre de la politique régionale, là, par contre, les régions qui ont un rôle important dans leur pays, qui s'accompagnent souvent avec un programme de la politique régionale communautaire avec le périmètre de la région, là la coopération elle est très étroite, avec la barrière, etc. Par exemple, ou maintenant aussi avec les régions françaises, on travaille d'une façon très étroite parce que ce sont les régions qui sont les autorités de gestion. C'est-à-dire, je crois qu'il y a les deux niveaux qu'il faut distinguer. D'accord. Du coup, mon avant-dernière question, donc ce projet d'Europe des régions qui est apparu dans les années 80-90, quand j'ai lu en fait, à ce sujet, on peut voir que le bilan des académiciens est plutôt mitigé, même si on constate qu'il a permis à certaines régions de se développer, de bénéficier du FEDER, donc de se développer économiquement. Certains dénotent que ce
projet n'a pas réellement fonctionné. Donc ma question est, l'Europe des régions sera-t-elle jamais achevée? Bon, je crois qu'il faut peut-être un peu étendre la notion. Ça s'est fait aussi dans l'intitulé de la direction générale que j'avais l'honneur de diriger pendant un certain temps. Aujourd'hui, elle s'appelle une direction générale pour la politique régionale et urbaine. Je crois qu'il y a une dimension urbaine qui devient de plus en plus importante. C'est-à-dire, je crois qu'il faut plutôt penser dans des dimensions région et ville. Parce que les villes aussi sont devenues des acteurs très importants. 70% de la population vit dans les villes. On a vu que les villes sont des moteurs du développement régional. C'est-à-dire, c'est peut-être la notion des régions est un peu étroite, mais si on l'élargisse aussi à la dimension urbaine, bon, on ne sait jamais, l'intégration européenne, c'est un processus en évolution. Et on a fait beaucoup de progrès. Et je crois que aussi les régions aujourd'hui sont beaucoup plus européennes, entre guillemets, qu'elles étaient il y a peut-être 20 ans. Aussi avec un esprit de coopération beaucoup plus développé. Il est clair, on peut toujours être critique et il faut être critique parce que sans être critique, on ne peut pas faire des avancées. Mais je crois qu'on a fait des avancées importantes par le passé et la dimension urbaine dont je parlais, là avec l'agenda urbaine pour l'Union européenne, décidé sous présidence néerlandaise cette année, c'est quand même un exploit important dans une phase assez critique de l'intégration européenne. Et du coup, ma dernière question, ce sera un peu pour boucler la boucle, on va dire, avec le thème d'Eurotémis. De ce que j'ai pu comprendre aussi, du coup, la région est vue comme un acteur clé dans le sens où elle est perçue par la Commission européenne comme un possible relais entre le citoyen et l'Union européenne. Elle va permettre un dialogue, elle va permettre vraiment de réduire cette distance qui existe, ce qui est plutôt un point positif dans un contexte où on critique beaucoup l'Union européenne et la Commission par rapport à un certain déficit démocratique. Donc ma question, peut-être un peu utopique, serait la Commission européenne peut-elle réaliser donc, son objectif, réduire ce déficit démocratique grâce à la région? Et du coup, la région est-elle alors l'échelon de solution dans ce contexte un peu de d'eurosceptisme, de déficit démocratique? Pourrait-elle l'être dans le long terme? Bon, je crois qu'il n'y a pas une solution miraculeuse pour résoudre tous les problèmes, parce que les problèmes aussi sont multifacteurs. Mais je suis convaincu que le rôle de la région et de la ville sera plus important dans l'avenir. Et ceci ne doit pas être uniquement des rapports qu'on se voit plus souvent et d'autres pareils, mais il faut aussi que, par exemple, dans tous les processus législatifs, on tient compte plus des problèmes des régions et des villes. On a à la Commission européenne un système d'impact assessment, par exemple, avant qu'on fasse une proposition législative, il faut regarder quelles sont les conséquences économiques, environnementales, sociales, etc. Maintenant,
on a introduit aussi une dimension territoriale. Quel est l'impact au niveau des régions? Et ceci a aussi le potentiel d'augmenter le processus démocratique, parce que ça donne une voix aux villes et aux régions. Bon, ce n'est pas la solution, mais je crois une ouverture de l'Europe vers les régions, plus vers les régions et les villes, ça fait sûrement partie, à mon sens, pour les solutions. Il inclut toujours ces aspects qui vont au-delà des frontières, c'est-à-dire la coopération transfrontalière, les stratégies macro-régionales, et même des coopérations entre régions qui sont à l'intérieur d'un État membre avec une autre région, par exemple au niveau ce qu'on pourrait appeler une nouvelle politique industrielle. Je parlais au début des stratégies de spécialisation intelligente. Maintenant, nous sommes en train de mettre en coopération des régions qui travaillent dans les mêmes secteurs. Et pour créer ce qu'on appelle Global Value Chain, c'est-à-dire c'est là la coopération régionale, pas nécessairement des régions qui ont des frontières communes, a un potentiel très important pour le développement de toute l'économie de l'Union européenne, et ceci surtout dans un environnement international où on peut craindre qu'il soit plus protectionniste. C'est-à-dire, nous, on doit essayer de mobiliser tout le potentiel qu'il y a dans notre marché unique. Et là, la coopération économique entre les régions peut jouer un rôle important. D'accord. Merci beaucoup. Merci.